en faire son métier et doit gagner sa marge, que l'on appellerait généralement le bid-ask spread. Alors, l'avantage des marchés d'intermédiation, de teneur de marché, c'est l'instantanéité de la transaction. Je me présente tout de suite, j'ai un acheteur en contrepartie, c'est son métier de m'acheter mon titre ou de me vendre un titre. Mais l'inconvénient, bien entendu, il y a le coût de l'opération, puisque ce professionnel, il a un coût de risque, il a un coût de stockage du titre, ainsi de suite. Et donc, dans ce cas-là, face à ces deux modèles, nous avons opté pour le marché alternatif, censé être pour des entreprises de petite taille, de petits flottants, de petite capitalisation du flottant sur le marché. Quel est, et la question s'adresse à James, quel est, d'après vous, pour les entreprises juniors, le meilleur modèle de marché? Je vous rappelle qu'il y a des casques de traduction simultanée. Hein. Voilà. Merci. We have worked with a number of smaller exchanges, startup exchanges, both in the United States as well as in other jurisdictions. And there's no question, Adel, that the market structure can have a profound impact on the viability of the exchange and the liquidity on the exchange. And there have been empirical studies that show that particularly with a smaller exchange, a startup or a junior exchange, the quote-driven market where there is a specialist who posts two-sided quotes willing to purchase and sell at stated prices with a spread between them up to a certain maximum size, 50 shares, 100 shares, 1,000 shares, whatever it might be, is a way to attract liquidity. It provides not only for a fair and orderly market, but buyers know that if they decide to sell, there is a ready marketplace. And they don't have to wait for 3 days or 5 days or 7 days until there's a natural buyer on the other side when they're ready to sell. It does have the disadvantage of increasing, to some extent, the cost of execution. You do have a specialist who has to be incentivized to risk its own capital, standing in the middle of both sides of these transactions. But particularly for a fledgling market, it seems to be the best way to maintain that fair, orderly market, attract liquidity, and make sure that there's a ready buyer for every seller and a ready seller for every buyer. Now, one of the things that we have seen is these exchanges begin with a pure quote-driven market, and fairly quickly, as liquidity increases, are able to evolve or to mature into a hybrid model, where certain larger transactions are done without the need of the specialist. And so eventually you evolve into a hybrid market which includes components of both. And ultimately, the most mature markets are able to become a pure order-driven market where there are natural buyers and natural sellers on both sides of the market. There's enough liquidity that transactions are occurring on a regular basis, even though there's no intermediary between the two. Merci. Et le listing sponsor, quel est son rôle? Fadl, tu as posé la question, quelle est sa responsabilité? Ben, j'ajouterai, quels sont les outils qui sont mis à sa disposition, justement, pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle? Et donc, j'oriente la question vers Zafar. Quel est le rôle d'un listing sponsor en réalité, par rapport aux autres pays développés? Thank you, Adel. In Canada, which is, in terms of these requirements for the sponsor, is similar to the United States and similar to the UK as well, the sponsor's role is, they play a fundamental role in the system. In the absence of the sponsor properly carrying out their duties, the system in Canada and the US and the UK would not work the way it's designed to work.
the role of the sponsor at the listing stage is, and again, just to go back one step, it's similar in Canada as here. The sponsor is a member firm of the exchange, so it is a financial institution that understands the markets, understands what the role of the exchange is, understands what the requirements of the exchange is, and their role in terms of the listing transaction is to provide independent due diligence of the company and to provide an independent review of the company and essentially make an independent assessment that the company is suitable for listing on the stock exchange, that it meets the listing requirements, and that the management team is properly qualified and whatnot. And in terms of the benefit this provides to the market and to the regulators, is that to the market it provides some comfort that a qualified expert has reviewed the company's disclosure document, has made an assessment of the company's position, and is stating that, yes, this company meets the listing requirements of the exchange and in particular has properly disclosed its business, has properly disclosed the risks associated with its business, has provided all other relevant and material information that the investor needs to know at this point in time on which to make an investment decision. So that the sponsor's role in that regard provides comfort to the investor in respect of that company. Again, there's no guarantee being provided by the sponsor that the company will be successful, but they're saying that at this point in time, they have provided you all the information that they're able to provide, and it is truthful and it is complete. Now, in terms of the role of the sponsor and how it facilitates and assists the stock exchange and the Capital Market Authority, is that in terms of the stock exchange, obviously the stock exchange is required to review and, if acceptable, accept the company for listing on the exchange. Now, quite often stock exchanges will be dealing with companies from a wide variety of industries, whether it's high-tech industry, agricultural industry, automotive industry, and there may not be within the exchange the expertise to evaluate all of the factors associated with these various companies. And in that regard, the exchange can rely to a certain degree on the sponsor's review and on the sponsor's expertise to provide comfort to the exchange and to answer questions that the exchange may have and that the exchange internally is not capable of making an assessment or coming to a conclusion on. And that is, for the exchange that I work for, that is a very important relationship and a very important role that the sponsor plays in terms of satisfying the exchange that this company is acceptable for listing. The sponsor effectively provides the exchange with access to an expert's review of the material components of that company, which then is added to the exchange's own review so that the exchange has a better idea and a better base of knowledge on which to evaluate the company. And so again, going back to my original point, in the absence of the sponsor properly fulfilling that role and carrying out their responsibilities, you will have a huge flaw in the system, and that will obviously have market integrity consequences, and it will adversely affect investor confidence going forward. So again, I can't understate the importance of the sponsor's role in the Canadian system and the UK system as well, and as well as in the US. So. Merci. Probablement dernière question avant de passer la parole à nos invités. Et la question s'adresse à James. Quel est le rôle d'une bourse dans la promotion de son marché alternatif? N'est-il pas un conflit d'intérêts pour une bourse de promouvoir un compartiment de marché et d'être à la fois, également, parallèlement au régulateur, un garant de la qualité de produits qui se négocient sur le marché? I think you're right, Adel. There is, to some extent, an inherent conflict, and yet we see that even before, today, virtually all of the exchanges in the United States are for profit. They themselves have incorporated, and even though it's hard to understand how this could be, many of them themselves are listed on their own exchange. So talk about conflicts, that's an inherent conflict of interest.
But one of the hallmarks of these exchanges over the years, even before they were for-profit, has been a desire to attract new listings to the exchange. And it's seen as competitive, and it's seen as a way to increase trading volumes. All of the exchanges today have very large, active marketing departments where they have sales representatives whose sole responsibility is to go to the issuers and try to encourage them to come to the exchange and consider listing on a particular exchange. And they explain the benefits of listing. They explain why one exchange is better than another, and they compete with one another. And sometimes you'll even see New York Stock Exchange and NASDAQ will be competing for the same issuer, and one or the other will pull ahead, and it will look like a company, because it's a technology company, will list on NASDAQ, but then in the end, they agree to go to New York Stock Exchange. And it's a big victory for the exchange. The sales representative receives incentive compensation because they were able to attract Facebook to NASDAQ instead of to New York Stock Exchange. That's part of the approach that they take. I'm certain that if we took a list, as we discussed last night, if we took a list of the top 150 or top 200 SMEs in the country today, and the exchange, either the main market or the alternative market, went to them and tried to explain to them the benefits of listing, how they would be able to access the capital markets and the formation of capital in a relatively quick way, and get the publicity and the notice of being a listed company, and then systematically went out and held seminars and face-to-face meetings, conferences, and simultaneously encouraged investors, particularly institutional investors, to look at these markets as an asset class that would be attractive to them as part of a larger portfolio. It would increase not just the number of listings, but also the liquidity of the marketplace. There'd be greater visibility, there'd be greater number of listings, and greater trading activity. Merci James. La phase la plus importante d'une conférence, c'est justement lorsqu'on ouvre les débats à nos invités, que ce soit à travers des questions, que ce soit à travers des remarques. Nous aussi, on aura peut-être des questions à poser à certains invités qui ont eu des fonctions auparavant, notamment dans la création de ce marché-là. Donc les débats sont ouverts. Des questions. Tfadal. Karim Ardim, donc en fait j'ai une question à poser à nos invités. Que pensez-vous en fait du modèle particulier de l'alternative investment market anglais, et où en fait le régulateur sous-traite un petit peu une partie de ses fonctions de contrôle chez les nominated advisors? Et est-ce que ce modèle-là est applicable dans le cas de pays émergents avec des marchés encore embryonnaires? That is a very good question, because quite obviously the alternative investment market of the London Stock Exchange is one of the most well-known alternative markets worldwide. But the understanding that emerging countries have to have is that the companies that list on the alternative market on AIM are quite large, and they have quite substantial financial resources. And in terms of the role of the nominated advisor, for those types of companies, it is viable because they can afford the cost associated with it, and that is one of the main drawbacks to the nominated advisor system, is that it is incredibly expensive at the initial stage to list, to pay the nominated advisor, and then you must maintain that relationship with the nominated advisor going forward. And again, there is an associated cost with that. Now, if theoretically it was possible for
the cost associated with the nominated advisor to be much lower, to be affordable to the SMEs in the Tunisian economy, then I would agree that that is a good system. But again, that is based on a theory that the companies can afford the cost. In the absence of that, maintaining a continuing relationship with the nomad and putting that responsibility on the nomad to effectively vouch for the company or to certify the company, that it is, I would say, for smaller companies, it is cost prohibitive, and for that reason, even though, as I said, in theory, it would be beneficial to the exchange and to the capital market authority to have this effectively sponsor continually involved with the company. Again, given the costs associated with that relationship and the costs being borne by the company, it again it's sometimes a very difficult requirement for the company to satisfy just based on cost alone. So. Et d'autres questions, Tfadlo? Tfadl. Al-Hachija, l'IHEC Carthage, vous avez posé la question à plusieurs reprises sur comment résoudre le problème des investisseurs en face et auprès de qui placer justement les titres des sociétés qui sont cotées sur le marché alternatif. Une solution peut être prise à partir d'autres marchés étrangers, ce serait de faire des placements privés. C'est-à-dire d'aller tout simplement frapper aux portes et de dire auprès des grands groupes, auprès des institutionnels financiers notamment, des SICAR, peut-être des banques, des sociétés d'assurance, sur cette société en particulier qui va être introduite, quel est le groupe de 4, 5, 10 personnes qui seraient prêts à investir ou à acheter les titres. Et à partir de là, ça ne passe pas du tout auprès des petits porteurs. Est-ce que c'est utopique ou est-ce qu'il y aurait une possibilité dans ce sens sur le marché tunisien? Merci. Je ne sais pas à qui ML la question s'adresse, mais je vais reformuler votre question, disons, je vais l'enrichir et la renvoyer à une personne ici présente. Savez-vous que le cadre réglementaire actuel permet à une société, pour s'introduire au marché alternatif, d'avoir 5 institutionnels? C'est-à-dire concrètement, si dans mon entreprise, j'arrive à convaincre 5 SICAR, ça me permet d'accéder directement au marché alternatif. Et donc, je renvoie la question à Sifarid El-Qobbi, ici présent, pas en tant qu'ancien président du CMF, mais en tant qu'ancien membre du collège du CMF lors de la création du marché alternatif. Sifarid, vous ne pouvez pas nier, nous avons travaillé ensemble sur la création de ce marché-là, on a posé plusieurs questions sur l'objectif du prospectus, le rôle du prospectus. Alors concrètement aujourd'hui, si, sur le plan réglementaire, je suis capable d'introduire ma société une fois ayant convaincu 5 institutionnels d'être dans le capital, automatiquement, alors pensez-vous que cet accès à ce marché par ce biais-là constitue tout de même un appel public à l'épargne et qui nécessite un prospectus? Merci, c'est Adel. Ben, j'ai promis l'interactivité, donc on est plein dedans. Hein. Sur les autres marchés alternatifs, effectivement, il y a cette souplesse. C'est-à-dire qu'il n'exige pas de prospectus pour ce cas de figure. Mais la problématique qui s'est posée, c'est que par la suite, il va y avoir sollicitation de l'épargne publique. C'est-à-dire que c'est un genre de grossistes en fin de compte qui vont vendre au grand public. Au cas où on imaginerait que ça resterait dans un cercle d'investisseurs avertis uniquement, ça ne poserait pas de problème. Mais ce n'est pas le but recherché par ces gens-là, et donc c'est pour ça que il y a eu exigence de prospectus. Je voudrais juste, c'est Adel, sans justifier ce qui s'est passé lors de l'instauration du marché alternatif. D'ailleurs, on a été ensemble, je sais, vous vous rappelez très bien, pour voir le London Stock Exchange et le marché alternatif anglais, et beaucoup un ensemble de questions qui viennent de poser, on les a depuis donc 2007 en fait. Il faut voir que
pour réagir aussi à une question de paternalisme et de régulation. Je pense qu'on n'a pas cette notion de cette séparation de paternalisme et de régulation, mais on a senti qu'il y avait une nécessité d'accompagnement. Et que quand il y a eu la réflexion sur le marché alternatif, il y a eu en même temps la mise en place d'un programme pilote qui consistait à aller vers le gisement des entreprises mises à niveau pour les accompagner, pour faire du coaching, et on proposait à ces entreprises-là, donc déjà il y a beaucoup de tamis, c'est-à-dire que CEFAD l'a parlé de 150 entreprises, mais en fait c'est le gisement. Mais il y avait une sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine d'entreprises qui ont été donc accompagnées, coachées dans le cadre de ce programme pour qu'elles puissent accéder au marché, et par la suite les frais même d'introduction, de listing sponsor et tout ça, une bonne partie de ces frais devaient être pris en charge par le programme lui-même. Et d'ailleurs, CEFAD c'est très bien que ce qui nous intéressait, ce n'était pas uniquement, du moins personnellement, ce n'était pas uniquement qu'elle vienne au marché, mais qu'elle se recapitalise, qu'elle se développe. Et d'ailleurs, il y a eu une entreprise qui était dans le créneau, et on a fait de la pub pour ces entreprises-là, on les a présentées aux intermédiaires en bourse, et une des entreprises, d'ailleurs, CEFAD, elle a été recapitalisée, ou elle a été prise par un groupe de sociétés, alors qu'elle devait être sur le marché alternatif. Bon, heureusement que cette société, ce groupe est venu par la suite à la bourse. D'autres entreprises aussi, vous vous rappelez, on a travaillé avec elle, une entreprise laitière, où il était question qu'elle vienne au marché et qu'elle a préféré faire autre chose, mais qu'elle a été aussi recapitalisée. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est pas le marché pour le marché, l'essentiel, c'est le financement de l'économie. Juste une dernière remarque, c'est que au cours donc du processus, il y a eu aussi réflexion sur cette question de continuité. C'est-à-dire que dans le cadre du programme qui a été mis en place, il y avait même une réflexion et on devait entamer un processus avec le secteur bancaire pour identifier un autre gisement. Idem avec le secteur du tourisme, pour effectivement qu'il y ait cette complémentarité. Pour nous, il n'y avait pas de conflit entre secteur bancaire et marché, mais il devait y avoir complémentarité parfaite. Enfin, ce matin, j'ai entendu dire certaines choses concernant aussi les problématiques posées par les entreprises qui viendraient par exemple sur le marché et qui ne trouveraient pas disons les capitaux nécessaires, ou qu'elles seraient trop petites. Je pense qu'il y a un axe de réflexion qui a été entrepris mais qui n'a pas été formalisé du tout. C'est que si jamais les entreprises seraient de très très faible taille, il y a quand même un autre créneau à exploiter, c'est le capital investissement, c'est-à-dire les fonds communs de placement à risque, ou les SICAR, on peut imaginer, les Espagnols l'ont fait, un compartiment SICAR ou capital risque sur le marché alternatif, et ça serait donc, mais là il faudrait que les mentalités changent un peu et que les investisseurs soient conscients que c'est une entreprise qui va rester une dizaine d'années uniquement sur ce compartiment-là. Et donc, n'oublions pas qu'en Tunisie, on a une culture très ancienne, depuis 50 ans, d'appel public à l'épargne